Et je suis contacté par Dell, parce que Dell n'avait pas réussi à faire le support pour ce client. Ah, d'accord. Et donc, il voulait parler à la personne qui avait développé. Et donc là, j'ai pris conscience que finalement, peut-être que ma compétence, ma passion, elle avait peut-être... J'ai plus vu ça comme une passion. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un grand constructeur... comme Dell cherche à voir ce qu'il peut faire avec moi. Et donc, j'ai pris la décision, peu de temps après, de créer une première boutique d'informatique. Ayez tout le temps envie de découvrir des trucs, parce que ça bouge tout le temps. Ne restez pas sur des précarés. Ne restez pas sur ce que on vous a appris à l'école. Regardez, découvrez. Et d'ailleurs, d'être face à toi aujourd'hui, qui a fait un beau parcours dans le monde du MSP, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse évolution dans l'approche de la gestion de l'informatique et c'est important de toujours découvrir. Et puis de toute façon, tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA, on n'en aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. Et là, c'est en train d'accélérer en plus. Ça arrive vite. Ouais. Ça arrive vite, très vite. Bonjour Emmanuel, bienvenue, merci d'être là. Eh ben, écoute, déjà merci de m'avoir invité, Thomas. C'est important pour moi d'être avec vous, alors c'est avec plaisir que je suis là. Plaisir partagé. Bon, on a un petit temps ensemble, on va essayer de te découvrir. Merci. D'où tu viens et puis où tu vas. Ok. Peut-être en quelques phrases, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené dans l'informatique un peu. Ça fait combien de temps que tu baignes là-dedans? Alors, ça se voit peut-être à la couleur de ma barbe. Je suis pas plus tout jeune. Même si je me sens encore très jeune dans ma tête. On ne dira pas ton âge. Non, surtout pas, parce que sinon on va toucher une frange de personnes un peu âgées. C'est quand même, on va essayer d'attirer des gens jeunes et plein d'envie. Non, l'informatique, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais enfant, puisque je pense que j'ai commencé à me passionner vers 10 ans. Donc, dans ma génération, c'était quelque chose d'assez rare, parce que c'était pas... C'était quoi ton premier ordinateur, alors, si tu t'en souviens? Tout à fait, c'était le Matra Hachette. C'était une machine toute rouge qui a été développée par Matra et qui avait à l'époque 1 kilo de mémoire vive. Ah oui, je crois que je m'en souviens. À l'époque, il y avait un de ses concurrents qui était un peu plus cher, qui s'appelait le ZX81 de Spectrum. Bien sûr. Et donc, il y avait le ZX81 et il y avait ce fameux... ordinateur Matra Hachette rouge qui s'appelait l'Alice. Voilà, exact. Presque Alice au pays des merveilles. Et pour moi, ça a été le début de la découverte de l'informatique et ça a été un événement. J'ai adoré. C'était merveilleux pour moi. Voilà. Ah oui. Moi, j'ai commencé sur un MO5. Ouais. Ah, magnifique. Ouais. Thomson. Tout à fait. Donc, c'était vraiment, à l'époque, c'était pour les... on regardait ça avec des grands yeux. Mon père m'avait offert cet ordinateur et je me suis mis à programmer et à essayer de reproduire. Il y avait un film qui s'appelait War Games où il y avait une sorte de jeu où il y avait une sorte de guerre thermonucléaire globale. Et il parlait à son ordinateur qui avait déclenché cette simulation qui pouvait porter la fin du monde. Et moi, je pensais qu'on pouvait parler à un ordinateur, donc je lui posais des questions. Et il me répondait souvent syntaxe erreur ou out of memory, qui étaient les deux syntaxes d'erreur les plus connues dans le monde de l'informatique à l'époque, qui était le basique. Donc oui, c'était. J'ai vite compris que il y avait besoin de faire beaucoup de choses avant que ce soit sympa. Mais je m'y suis passionné et j'ai fait de la programmation, parce qu'à l'époque, c'était que ça, c'était de la programmation. Il n'y avait pas vraiment de jeu, il n'y avait pas vraiment de... Je me rappelle qu'il fallait taper ces jeux soi-même, en fait. Et oui, il y avait même un magazine qui s'appelait Hebdo, je ne sais plus quoi, qui est une sorte de grand magazine qui avait des codes, et tu retapais ton code. Voilà. Et la dernière anecdote vraiment sympathique, c'est qu'on avait créé une petite radio avec des copains. Et à l'époque, les programmes étaient mis sur cassette audio. Et donc, quand tu voulais mettre un programme, tu avais un bruit strident, un bruit parasitaire. Et on avait décidé de pouvoir enregistrer nos programmes à travers la radio. Donc, on expliquait aux gens, attention, préparez vos cassettes, on va balancer notre programme. Et là, c'est arrivé au moment sur la radio, tu attendais une succession de bruits parasitaires. Et c'était tout simplement nous qui envoyions notre programme. Les gens, ils enregistraient. Ils enregistraient ça comme tu pouvais enregistrer de la musique. Et après, ils mettaient ça et ils avaient leur programme, etc. Donc voilà, on avait fait des choses. Alors, nous, à l'époque, on avait les duplicateurs de cassettes, là, les double decks.
Et pour ceux qui se souviennent encore un peu plus, quand j'ai un peu progressé, je suis passé sur Amiga. À l'époque, il y avait l'Amiga C64, etc., et Atari ST, qui étaient des machines un peu plus gamers. Et là, j'ai faisais partie d'un groupe qui s'appelait le Bamiga Sector One, qui était en gros un groupe de 6000 hackers gentils à l'époque, qui diffusait des programmes. Voilà, et ça s'appelait et on faisait des programmes qui étaient ce qu'on appelle des programmes d'intro où on montrait, on présentait notre groupe et on donnait un accès anticipé à des programmes. Et alors, tu sais que j'ai fait des coding parties aussi. Et moi aussi, voilà. Et là, tu as l'organiseur d'un mec qui s'appelait le Bamiga Sector One, qui était quand même un des groupes importants à l'époque du Mac. Ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Non. Mais bon, c'était une autre période. C'était une période de passionnés. On faisait comme on est en train de faire. On avait des tables avec des câbles et on jouait en réseau et on déplaçait nos écrans cathodiques à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'écran plat. Et c'était tout un truc de partir. Non, c'était une autre époque. C'était l'époque un peu de... Ouais, c'est du début du piratage, mais une sorte de passion. On craquait des jeux, on était content. Tout était, voilà, c'était la découverte d'un autre monde. Il y avait une certaine liberté à l'époque. Il y avait complètement une liberté. Complètement une liberté. Et c'était non, ça a construit ma passion, par contre. Voilà. Et après, tu es passé sur PC derrière Alors, je suis passé sur PC quand je suis rentré à la fac, parce que... à l'IUT, exactement. Et donc, j'ai eu un premier PC Intel 386, qui était... et là, c'était autre chose, parce que jeune, je développais en assembleur, qui était donc l'assembleur des Motorola, qui était ce qu'on appelait l'assembleur du 68000, qui était un assembleur très simple, mais avec beaucoup de possibilités. Et là, je suis rentré sur le langage plus basique, le C++, des choses comme ça. Et ça a été mes débuts de la programmation avec des langages dits structurés à l'époque, puisque c'était plus de l'assembleur, et ça a été sur PC. Et là, c'était une autre informatique, parce que là, maintenant, l'informatique commençait, puis il y a eu, après l'arrivée de l'Internet, qui a quand même à un moment tout changé. Voilà. Ouais. Et ça a été ton métier au départ, ou tu as fait d'autres choses Ah non, c'était pas du tout. L'informatique, c'était pas, je le voyais pas comme un métier. C'était une passion. C'est toujours aujourd'hui une passion qui a évolué avec le temps, avec l'âge. Mais c'était pas un métier pour moi. C'était une passion. C'est que je me voyais même pas travailler dans l'informatique. Voilà. Mon démarrage dans l'informatique, c'est un peu un concours de circonstances. Je suis un garçon, malheureusement, je suis très allergique. Donc, j'avais un médecin qui s'occupait de moi, qui était un allergologue. Et cet allergologue, la première fois que je le consulte, je vois son bel ordinateur qui était un Dell. Et je lui dis, oh, c'est super, on parle, etc. Et puis, il plante son ordinateur pendant Noël. Parce qu'on on lui offre un jeu, il installe le jeu, et donc son cabinet est bloqué. Et il m'appelle parce qu'il s'était dit, tiens, ce petit patient, il a l'air de comprendre l'informatique, et je lui ai fait remarcher son ordinateur. Et donc, c'était un allergologue qui avait beaucoup de succès dans son métier. Et je me rappelle, il me donne 500 francs, ce qui était une somme assez énorme pour moi, pour me remercier. Et ça, c'est pas le fait qu'il m'ait donné 500 francs qui m'a donné envie, c'est que à ce moment-là, Dell était en train de rentrer sur le marché français. Et je suis contacté par Dell, parce que Dell n'avait pas réussi à faire le support pour ce client. Ah, d'accord. Et donc, il voulait parler à la personne qui avait développé. Et donc là, j'ai pris conscience que finalement, peut-être que ma compétence, ma passion, elle avait peut-être... j'ai plus vu ça comme une passion. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un grand constructeur comme Dell cherche à voir ce qu'il peut faire avec moi. Et donc, j'ai pris la décision, peu de temps après, de créer une première boutique d'informatique à Aix-en-Provence, là où je vis encore aujourd'hui. Et c'était dans les années 95, et on a créé une petite boutique d'informatique qui s'est appelée Génération Micro. Et ça a été le début, on va dire, où je suis passé du côté passionné à vendre. Et donc là, j'étais simplement un intégrateur un peu haut de gamme, dirons-nous, passionné. Et on a géré des facultés, on a fait des choses, parce qu'on se débrouillait finalement pas trop mal avec nos systèmes.
Et puis c'était une autre informatique. On refroidissait nos ordinateurs avec des compresseurs de frigo pour les mettre à moins 3 degrés, pour les overclocker, c'est-à-dire les rendre plus puissants. C'était une autre époque. Mais c'était déjà, là, ça a commencé à devenir un métier parce que je vendais des ordinateurs et qu'on fabriquait pour des entreprises et qu'on gérait des systèmes. Vous faisiez surtout de la vente de matériel ou vous faisiez aussi un peu de service Alors, on faisait le service tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. On mettait des machines en réseau, si tu préfères. Donc oui, on installait les PC aux professionnels et on configurait une imprimante. Tu vois, il y avait des logiciels métiers. On installait des logiciels, mais tout était à la fois moins accessible et tellement plus simple. Oui. Parce que c'était une autre informatique. Donc, tout était... Aujourd'hui, tu montrerais nos ordinateurs et comment on installait un programme à une génération actuelle. Ils ne comprendraient même pas, tu vois, de quoi on parle. Mais finalement, c'était assez simple parce que, bon, il y avait beaucoup moins de champs des possibles. Les machines étaient beaucoup plus fermées sur un écosystème. Donc, voilà. Et ça a été le début. Et là, je suis devenu ce qu'on appelle un petit intégrateur de quartier, hein, voilà, avec un peu de vision, et on s'est intéressé. Comme on était passionné, on essayait plein de choses. On détournait des moteurs de Quake pour pouvoir faire de la visite de projets immobiliers. Voilà, on faisait plein de petites choses en réalité. Beaucoup de Quake. Voilà. Quake, c'était un moteur qui était très bon moteur. Qui était un très bon moteur qu'on avait détourné pour faire justement des visites. Et puis on fabriquait. Et puis moi, j'ai fabriqué plein d'ordinateurs pour plein de choses, pour des architectes, des choses comme ça. C'était très pointu, même pour un groupe qui s'appelait Space Lab Medical, qui faisait des ordinateurs. On faisait des ordinateurs très silencieux pour les salles de réveil. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on est devenu vite des intégrateurs un peu pointus quand même, parce que je pense qu'on était tout un petit groupe de passionnés. Il y en avait qui savaient développer, d'autres qui étaient... Donc on intégrait des machines et on arrivait à faire des jolies machines. Voilà. Ça a turé... Beaucoup dans le monde professionnel, du coup, j'ai l'impression. On avait aussi beaucoup de jeunes gamers, comme on appelle, voilà. Et puis, c'était le marché de l'overclock. Et puis à l'époque, quand tu achetais un processeur, selon l'usine où il était fabriqué, tu pouvais l'overclocker ou pas. Donc, on avait tous les jeunes qui arrivaient comme des fous avec leur mobilette. CPU. Qui vient de Malaisie, de telle référence, parce qu'il était overclockable, etc. Donc, tout ça, tu vois, ça me fait plaisir, parce qu'on partage exactement cette chose-là. Ça va sembler surréaliste aux gens qui nous écoutent, mais c'est ça qui a bercé, finalement, l'informatique d'aujourd'hui, je pense, quand même, parce que c'est le point de départ de plein de choses. Et donc, ça a été passionnant et ça m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'intégration. Mais finalement, cette compétence que j'ai acquis avec l'intégration et cette fabrication de machines et cette vision d'infrastructure, finalement, aujourd'hui, ça me donne peut-être un point de différenciation par rapport à certaines personnes qui sont venues plus dans le service manager. Bon, on va peut-être en discuter sûrement tout à l'heure. Et aujourd'hui, cette légitimité et cette passion sur la durée me rend peut-être plus crédible d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est quelque chose vraiment qui est ancré. Et ta boutique, tu l'as gardée jusqu'à quand ? Alors, on a eu le fameux bug de l'an 2000, qui était quelque chose d'extraordinaire, qui d'ailleurs a été un faux bug, un non-événement finalement, parce qu'on a tous attendu le passage de l'an 2000 en pensant que tout allait s'arrêter. Et je crois que j'ai eu qu'un seul programme d'un pro logiciel qui avait eu un problème pour passer en 2000, mais sinon tout le reste, ça s'est relativement bien passé. C'était une première. Non, je l'ai gardé. Il y a eu après un passage qui a changé. C'est quand l'informatique est rentrée dans la grande distribution. Parce que pendant très longtemps, l'informatique, c'était justement des petites boutiques de quartier, de passionnés, et puis quelques très gros intégrateurs, HP, Dell, etc., Compaq. Il y avait certaines marques comme ça, emblématiques dans le monde de l'entreprise. Et puis après, il y avait les intégrateurs pour les plus petites entreprises ou le particulier. Et puis, d'un seul coup, il y a eu ces fameuses machines avec l'euro où on commençait à avoir des PC à 500 euros, 599 euros en supermarché. Et là, ça a commencé à changer. C'est-à-dire que c'est devenu un produit de masse avec des prix, avec des choses. Donc là, les petits intégrateurs, à un moment, on passait presque pour des gens malhonnêtes qui vendaient des ordinateurs très chers. Il y a eu ce changement un peu là-dessus.
Et c'est là que moi, j'ai eu envie de piloter sur une informatique plus créative, où on a commencé à designer, à faire venir des artistes urbains pour customiser des ordinateurs, parce que justement, on voulait casser, se différencier de la vision un peu des boîtiers. Donc, on a commencé on a commencé justement beaucoup à overclocker, à mettre des solutions très pointues pour rendre plus puissant, parce qu'il faut quand même se rappeler à l'époque d'une chose, c'est que la puissance de traitement des ordinateurs, elle posait un problème pour les programmes et pour les jeux. Aujourd'hui, nos ordinateurs sont tellement puissants que les développeurs font même plus d'efforts. La puissance de traitement est telle qu'aujourd'hui, les cartes vidéo sont tellement puissantes qu'on peut tout faire sur un ordinateur, même de moyenne gamme. À l'époque, c'était moins vrai. On avait besoin il fallait vraiment le top. Voilà. Il fallait avoir une vraie maîtrise du hardware pour pouvoir faire progresser nos machines, et les quelques images par seconde qu'on arrivait à gagner nous rendaient parfois plus agréable un jeu. Donc, c'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Là, je pense qu'on a décroché, on a perdu les jeunes qui nous ont regardés. Ils se sont dit, oh putain, on a un truc sur la préhistoire de l'informatique. Il va peut-être falloir quand même qu'on l'enregistre. Mais voilà. Mais ça, c'est l'informatique de notre époque, de mon époque. Ah bah ouais. C'est aussi la mienne. Oui. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Voilà. À monter ces machines. Merci de me faire repenser à tout ça, parce que c'est vrai que c'est ça qui construit notre passion, à toi, à moi et à tous les gens qui font notre métier. Mais c'est vrai qu'on a on a connu cette évolution de l'informatique. Oui. Voilà, il y a une nouvelle révolution qui est en train de s'opérer pour la nouvelle génération, c'est l'avènement des nouveaux moteurs d'IA, qui, je pense, vont être aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis content d'être assez jeune pour participer encore. C'est marrant parce qu'au début, tu parlais du film où il parlait à son ordinateur, et je pense que maintenant, ça devient une réalité, mais c'est pas si récent. Ouais. Non, et ouais, tu as tout à fait raison. Tu as raison de dire ça, parce que finalement, et je ne sais plus comment il s'appelait. Tu te rappelles plus du nom? Il avait un nom, mais je me souviens. Oshaya, je sais plus. Si des gens nous regardent la vidéo et qu'ils peuvent chatter, il faudrait qu'ils nous donnent le nom. Le mettre en commentaire, parce que c'était quand même top. Tu as raison, maintenant, on va réussir à avoir une conversation avec notre ordinateur. Et on aura presque l'impression que pour certains des fois, il va être plus pertinent même que nous. Ouais. Donc ça va être ouais, c'est ça ça va être extraordinaire. Moi, je suis content d'être encore là dans cette passion pour ces prochaines années qui sont en train d'évoluer devant nous. Et je pense que ça va être top. Ça va être pas mal. Je pense que c'est vrai que l'informatique, c'est quelque chose qui est en constant renouvellement, ça se réinvente tout le temps, donc c'est quand même quelque chose qui. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent aux jeunes équipes que j'ai autour de moi, quand je recrute des gens ou que je suis avec des personnes qui sont jeunes. Leur seul truc que je leur demande à tous, parce que parfois ils sortent d'un cursus de développeur, de certaines choses, ils ont fait des écoles d'administration et réseau, des solutions comme ça, je leur dis, gardez un seul truc, c'est ayez tout le temps envie de découvrir des trucs, parce que ça bouge tout le temps. Ne restez pas sur des précarés, ne restez pas sur ce on vous a appris à l'école. Regardez, découvrez. Et d'ailleurs, d'être face à toi aujourd'hui, qui a fait un beau parcours dans le monde du MSP, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse évolution dans l'approche de la gestion de l'informatique. Et c'est important de toujours découvrir. Et puis, de toute façon, regarde, tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA, on n'en aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. Et là, c'est en train d'accélérer en plus. Ça arrive vite. Hein. Ouais. Ça arrive vite, très vite. Dans le train, pour venir vous voir, je m'amusais à créer des nouveaux logos, justement, sur un projet que j'ai de machine, sur de l'IA. Et je regardais la créativité, la rapidité. Et je me disais, mais j'ai en train de construire un logo. J'aurais même pas pu faire mieux que ce qu'il est en train de me sortir. Puis peut-être que quand la vidéo va sortir, que les gens vont la regarder dans 6 mois, 1 an, ils vont se dire, mais ils étaient à l'ouest par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est même sûr, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas anticiper ce qui va se passer. Je crois qu'on ne peut pas l'anticiper. Notre métier à nous, qui devenons des sages de l'informatique, c'est de savoir évangéliser des visions dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui. Et on doit un peu être... Au contraire, ça va tellement vite que moi qui ai tendance à me passionner, je commence à demander à mes équipes de faire preuve d'esprit critique. Ça veut dire que finalement, je commence à parler presque comme un vieux sage, en disant attention,
prenons un peu de recul, essayons de comprendre, mettons des garde-fous, qu'est-ce qui se passe avec nos données, etc. Parce que justement, ça va très vite et que notre métier à nous aujourd'hui d'être des référents au sein des entreprises, des systèmes d'information et donc garant quelque part de l'informatique des entreprises, on doit à un moment faire preuve un peu de... Pas de réserve, mais si, une forme de réserve, d'esprit critique, de vrais esprits critiques, pour se dire, attention, c'est tellement beau, il faut quand même qu'on essaie de mettre des garde-fous et qu'on essaie de voir tout ça. Oui, voilà. Je me suis peut-être un peu... J'aime bien une analogie, c'est celle un peu du surf, tu sais. Donc, quand tu fais du surf, il faut prendre la bonne vague, quoi. Tu ne prends pas n'importe quelle vague. Tout à fait. Et il faut prendre la bonne vague. Moi, je sais que, par exemple, sur ce qui est en train de se dessiner avec l'IA, il y a 3 ans, j'ai commencé, parce que c'est l'IA aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on a de l'intelligence de traitement, et j'ai commencé à m'interroger. Et à un moment, dans les groupes de direction d'entreprise, dans les COMEX, on était un peu en train de me reprocher, tu sais, de ne pas aller assez vite. C'est-à-dire... J'avais investi très tôt sur des moteurs, de façon presque proof of concept au niveau des services. Et puis, je sentais un agacement, tu vois, des équipes dirigeantes qui disaient « Mais pourquoi, aujourd'hui, on n'a pas mis ces produits, etc. en place ?» Et bien parce que je disais « Tout est en train de s'écrire. Donc, il ne faut pas surfer la première vague. Il faut avoir le temps de regarder l'océan. » Je vais rester dans ton image. De regarder ce qui se passe, de regarder comment la nature est en train d'évoluer et on va essayer de surfer les bonnes vagues. Et tu as tout à fait raison, il faut être un peu patient. Alors, parfois, on a un peu froid quand on reste dans l'eau, statique, mais il faut attendre la bonne vague pour justement, à un moment, faire prendre la bonne position et la bonne direction aux entreprises qu'on accompagne. C'était une très belle image. Je vais la garder pour moi. Elle m'est venue comme ça, mais écoute, je trouvais ça je vais la garder. Si on en fait 2-3 comme ça, on va être bien, on écrira un bouquin. Les belles images de l'informatique. Oh putain, on va faire un carton. Moi, je sens qu'on va faire un carton. Peut-être qu'on pourrait demander à l'IA de nous faire des belles images avec le surfeur et tout. Après, c'est vrai que c'est tellement puissant que je peux comprendre que ça effraie parfois quand même certains métiers, certaines personnes, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'à un moment, ça ne va pas être capable de faire mieux que nous? Est-ce qu'à un moment, on va être encore capable d'apporter quelque chose? Surtout que tu sais que les métiers d'informatique, on est souvent les métiers support. On a toujours des gens qui pensent que ce qu'on fait, c'est simple. Souvent, ils pensent quand même que c'est très simple, puisqu'ils ne voient pas quand tout le travail que ça représente. Ils voient que quand ça ne marche pas. Et donc, d'un seul coup, on passe forcément pour des nuls. Mais en réalité, la plupart le fait qu'on n'entende pas parler des systèmes d'information, c'est qu'on fait très bien notre job. Mais ça, souvent, les gens ne le voient pas. Et ça, c'est sûr que maintenant, avec l'IA, il y a des gens qui vont nous expliquer comment on va faire notre métier. Ça, c'est certain qu'ils vont tous se prendre pour des informaticiens. Oui. Et voilà. Après, moi, je pense que je dis souvent à l'IA ce qu'on a connu avec Google. Il y avait ceux qui savaient poser les bonnes questions à Google. Et ceux qui savaient chercher et voilà. Les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup, moi, tu te rappelles d'un film aussi qui ne va pas nous rajeunir, qui était L'homme qui valait 3 milliards. Oui. Et ben moi, et ben j'utilise souvent, moi, ça. Je considère que l'IA, ça va nous donner une force supplémentaire. Ça ne va pas nous remplacer. Alors, l'homme qui valait 3 milliards, il fallait quand même qu'il réfléchisse. Bien il devait rester humain. Alors, de temps en temps, il savait lever une voiture tout seul. Mais l'IA va nous rendre plus performants. Et j'aime beaucoup cette phrase-là. Ça veut dire que je pense que l'IA ne va pas du tout remplacer qui que ce soit dans rien. Mais par contre, ça va nous démultiplier la possibilité. Ça va nous faire gagner du temps. Et c'est comme savoir faire des recherches sur Google. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va forcément être plus efficace. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que ça enlève beaucoup de barrières. Moi, je me suis un peu amusé avec les outils. Alors maintenant, on appelle ça le vibe coding. Je ne sais pas si tu as entendu ce mot. Faire jouer un peu Mumuse avec Bolt et tout. Et c'est vrai que quelque part, tu enlèves cette barrière et tu peux vraiment laisser libre cours à ta créativité. C'est vrai. Et puis moi, par exemple, j'ai toujours aimé, j'ai jamais eu aucun talent graphiste. Je ne sais pas bien dessiner. Par contre, j'ai toujours eu plein d'idées, plein de couleurs dans ma tête. Et bien, quelque part, avec mes prompts, j'arrive finalement à donner vie à quelque chose qui a une esthétique que je voudrais atteindre, alors que j'en serais incapable face à une feuille de papier.
Par contre, souvent, le dessin que ça me donne, je vais le finir avec un artiste. Ça veut dire que derrière, ça va me donner une vision, ça va me permettre de voir ce que j'avais envie de faire, de montrer, mais je ne vais pas le finir. Ce n'est pas l'IA qui va me donner mon truc. Oui. Je vais aller voir quelqu'un qui est vraiment un vrai. Et la touche finale, je vais lui dire, écoute, là, il y a quelque chose qui... Je vais savoir expliquer ce que je voulais, et je pense qu'on va gagner du temps. C'est-à-dire que le graphiste va faire le produit que j'attends, le logo que j'attends, et finalement, il m'aura aidé, et l'IA m'aura permis de bien exprimer mon besoin. Voilà. Et ça, c'est un vrai plus. Ouais, ouais. Je trouve aussi pour trouver des idées, brainstormer. Fais-moi des propositions. Après, c'est certain que dans une réunion, aujourd'hui, faire une synthèse de réunion très vite, il y a plein de petits outils aujourd'hui qui enregistrent. Alors là, se pose la question de la confidentialité des données. Et c'est là tous les enjeux futurs, on va dire, et toute la bagarre qui va se passer, encore plus aujourd'hui dans des périodes un peu troublées. Mais c'est vrai que c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va gagner du temps. Et moi j'utilise aussi beaucoup l'IA, par exemple, pour reformuler des... Je tape souvent au kilomètre, tu sais, mes idées. Et quand tu tapes au kilomètre, il va manquer des mots, il va manquer des lettres, Et je suis chaque fois bluffé. On a l'impression que l'IA était presque dans ma tête. Il comprenait ce que j'avais envie de dire, et il va le remettre en forme. Et mon écriture en kilomètres va avoir à un moment un peu de sens, et ça va être super. Voilà. Et ça, là, par contre, pour moi, c'est un gain de temps extraordinaire. Voilà. Après, c'est certain qu'on va presque tous écrire un peu de la même façon. Oui, c'est vrai que maintenant, des fois, tu reçois des mails et tu te dis... Il ne l'a pas écrit lui-même. Mais disons que le problème, c'est que les usurpateurs, on va vraiment les voir vite. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont dans les entreprises et qui aiment bien... ceux qui ne savent pas faire les recherches sur Google. Et qui vont faire... moi, parfois, je vois des explications. Mais là, tu comprends que le mec a utilisé l'IA, mais qu'il ne savait même pas vraiment ce qu'il voulait dire. Et par contre, il a l'impression que comme ça fait 3 pages et qu'il y a des traits, ça va... ça va être impressionnant. Ça, c'est bon. Écoute, on les verra, les usurpateurs, comme ça, on rigolera. Voilà. Oui. Et puis bientôt, je pense qu'on aura des intelligences qui sauront se moquer un peu de nous et qui sauront nous dire il va... Tu sais, je suis tombé sur, la dernière fois, une IA qui a commencé à reprocher à une personne qui posait trop de questions pour écrire les codes lui-même. Et il a dit, écoute, essaye d'écrire ton code toi-même. Apprends à coder. Forme-toi un peu, s'il te plaît. Parce que là, voilà. Et on a l'impression que l'IA va commencer à avoir un peu de second degré. Et c'est pas impossible qu'il y ait un peu de second degré. Par contre, c'est vrai que chaque fois, je suis bluffé. Dire que c'est que des probabilités, on a l'impression que ces additions de probabilités savent réfléchir. Parfois, je me suis dit, mais est-ce que tout ce qu'on raconte, ce serait pas simplement des probabilités, nous aussi? Est-ce que notre façon de réfléchir, c'est pas une probabilité? Et qu'on a l'impression qu'on dit quelque chose et on pense qu'on a un peu d'instinct, etc. Et quand on s'exprime pas trop mal, on a l'impression qu'on a un peu de l'instinct. Mais parfois, je me dis, est-ce que je ne fais pas que de la probabilité, moi aussi? Voilà. J'ai une phrase ça tourne bien, ça tombe bien. Bon, ça tombe bien, et voilà. Et finalement, on pense qu'on a un peu de talent et un peu de verbe, mais si ça se trouve, rien du tout. Et les nouveaux moteurs vont nous expliquer que finalement, voilà, écoute. Mais quoi qu'il en soit, pour notre métier déjà, c'est un vrai accélérateur. Ça va être un vrai enjeu en termes de sécurité de la donnée, de savoir comment on va rendre les collaborateurs plus efficaces, plus efficients, comment on va les rassurer aussi, pour leur dire, on ne va pas vous remplacer avec tout ça. Et justement, c'est là où nos rôles de responsables des services d'information, on doit savoir dialoguer avec les COMEX, parce que les COMEX, voient souvent l'informatique. Pendant très longtemps, on était un centre de coûts. L'informatique, c'était un centre de coûts, et on ne savait pas vraiment. Alors après, avec le piratage, avec les risques cyber, on a considéré que ce n'était pas plus un centre de coûts, parce que finalement, une production qui s'arrêtait, il fallait que ça marche. On s'aperçoit que quand ça ne marche pas, ça coûte beaucoup d'argent à une entreprise, que l'informatique ne marche pas. Et tout le rôle aujourd'hui des enjeux des directions informatiques, c'est de savoir expliquer aux COMEX que les investissements qu'on fait, c'est simplement pour permettre à l'entreprise de mieux travailler. Voilà. Donc aujourd'hui, l'IA va nous permettre d'essayer aussi de gagner en efficacité sur les risques, sur l'accompagnement aux collaborateurs. Il y a peut-être sur la formation des outils, parce que là aussi,
Le vrai manque, souvent, c'est qu'on met des choses en production dans le monde de l'informatique et on n'accompagne pas les collaborateurs. Oui, c'est souvent un gros manque. Et c'est là où vous... L'outil ne fait pas tout. Et, voilà. Et c'est là où vous avez un rôle important parce que vous êtes souvent à la jonction des outils et vous êtes là pour nous évangéliser, nous, directeurs des serveurs d'information, professionnels de l'informatique. On se tourne vers des gens comme vous pour essayer de nous permettre de découvrir des outils. Et votre vraie réussite, c'est tout ce travail que vous avez fait sur l'accompagnement, c'est-à-dire sur la formation de ces outils. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté d'être, avec plaisir, de répondre à vos questions, parce que vous faites partie d'un écosystème qui nous ont tous fait progresser. Et donc, vous êtes un acteur majeur de cet écosystème. Donc, merci. Oui. En fait, je dis souvent, il vaut mieux avoir, pas forcément le meilleur outil, mais il vaut mieux avoir un outil qui fait le job, dont on sait parfaitement se servir, exploiter, tu as tout à fait raison, qu'avoir le truc qui fait papa-maman, mais qu'on n'arrive pas à utiliser à 10%. Ça sert à rien. Et puis, il y a souvent une phrase, tu sais, une Ferrari dans un bouchon, elle se fait doubler par un vélo. Il vaut mieux un outil qu'on maîtrise, même si ce n'est pas le meilleur des outils, qu'un superbe outil qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est une certitude absolue. Et c'est là où votre accompagnement est essentiel, parce qu'un outil en tant que tel, ça ne fait pas grand-chose. Bien sûr. Et il faut arrêter de penser que de mettre... C'est un peu comme... Et c'est ça un peu les dérives de nos métiers, tu sais, souvent, et c'est là où j'étais un peu critique, moi. C'est que souvent, tu sais, quand il y a eu les premières attaques, les premiers problèmes avec des virus, des choses comme ça, j'ai vu trop souvent dans l'industrie une surmédiatisation du problème informatique qui, derrière, déclenchait sur des envies de vendre des antivirus, ou demain, aujourd'hui, des EDR, etc., ou après-demain, des SOC. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de mettre en avant des peurs pour dire aux entreprises, vous avez vu ce qui peut arriver. Et ça, parfois, c'est contre-productif. Parce que justement, la direction financière, elle va dire, mais c'est toujours la course au plus de dépenses, au plus. Et qu'en réalité, derrière ça, derrière l'outil, c'est plus la pédagogie de bien comprendre, d'avoir des outils. Et c'est là où l'approche MSP et votre accompagnement, et excuse-moi de te renvoyer souvent l'ascenseur, mais c'est vrai, est important parce qu'on cadre réellement l'outil, le besoin pour l'entreprise et la capacité d'avoir les bons plans d'action. Voilà. Et très souvent, tu avais des mecs qui venaient te vendre des outils pour te vendre des outils en disant grâce à ça, vous allez à un truc. Et un EDR, un antivirus, ça ne fait rien. Parce que si tu n'as pas un bon accompagnement des collaborateurs, un bon réflexe, et ben finalement, c'est pas un antivirus qui va forcément te protéger de tout. Quand il clique, il clique. Quand il clique, il clique, justement. Il y a plein de gens qui disent, mais je comprends pas, tu m'as mis un antivirus, tu m'as mis un anti-spam, pourquoi j'ai encore des spams, etc. Ils comprennent pas, ils pensent que l'outil fait tout. Non, au contraire, l'outil, c'est un des leviers, bien entendu, et puis il faut faire évoluer les outils. Tu as tout à fait raison. Oui, ça change tout le temps. Et puis c'est vrai que des fois, l'outil parfait ou l'outil qui va te protéger à 100% n'existe pas. Donc, tous ceux qui te vendent ça te mentent. Hein. Et puis le marché est en train... C'est souvent, on en a discuté souvent, toi et moi, et aussi avec Frédéric. Le problème de nos métiers, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une forme de liberté d'aller chercher l'outil qui n'existe pas. Parce qu'il y aura des nouvelles approches. Il y aura justement, grâce à l'avènement des nouveaux outils, plus d'intelligence dans le traitement, dans l'information. Et il faut qu'on puisse avoir cette liberté de pouvoir un peu faire évoluer nos offres. Et c'est peut-être là la difficulté du marché aujourd'hui. Parce que c'est un marché qui est devenu un marché, entre guillemets, comme tous les marchés, mais c'est du business. L'informatique aujourd'hui, c'est même un gros business. C'est un très, très gros business. L'IA, c'est un très, 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 très gros business. Tu vas voir les milliards qui sortent. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à garder un peu d'agilité, un peu de liberté pour faire évoluer nos offres. Et il faut aussi que... je ne veux pas parler comme une sorte de pénible, mais il faut aussi qu'on regarde tout ça avec aussi un peu un raisonnement sur qu'est-ce qu'on fait sur les ressources électriques, sur l'énergie, parce que nous, on est tous bien, là, mais on a une jolie planète. Il ne faut pas on la partage. On est, comme on dit, toujours locataire. Il ne faudrait pas que nos envies de consommation
d'énergie et d'outrance, à un moment, voilà, faudrait pas qu'on devienne la planète des singes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on se réveille un jour, toi et moi, entourés. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir des singes et de travailler pour des singes, mais d'ailleurs, je m'appelle iMonkey, donc tu vois, pour te dire à quel point je les aime, à quel point je les aime, mes singes, hein, parce que donc très longtemps, c'était une tête de singe, mon logo. Donc mais c'est vrai que il faut quand même qu'on soit un peu raisonnable dans notre consommation de tous ces outils, de tout ça, et qu'on essaie de réfléchir de plus en plus à avoir des systèmes un peu moins énergivores. Là, justement, il y a des modèles qui ont l'air de consommer moins d'énergie. Donc, c'est pas mal. Parce que moi, c'est vrai que je lisais un article, je ne veux plus te donner les vrais chiffres parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais la requête d'un de mes moteurs phares qu'on peut citer, puisqu'on ne fait pas de pub, qui s'appelle ChatGPT, sa consommation en eau était un peu effrayante quand même, parce qu'on parle de l'énergie. Bon, l'énergie, on a parfois des sources comme le nucléaire, mais l'eau quand même, au niveau mondial, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc, on nous a raconté que c'était un vrai problème. Alors, cette année, en France, et à travers le monde, il a plu beaucoup mieux. Donc, finalement, on va considérer que c'est peut-être un peu moins grave et que les sécheresses seront peut-être un peu moins vraies, au moins pour l'année 2025. Mais plus sérieusement, la consommation quand même d'eau pour refroidir des systèmes. Quand tu vois Microsoft qui a réfléchi à mettre un data center au fond de l'océan, voilà. Un sous-marin. Voilà. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Bah, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'initiatives autour du RSE. Et puis c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui les PC sont tellement puissants, il n'y a pas besoin de les changer tous les 4 matins, quoi. Donc, Après, le problème, c'est qu'on a quand même tendance à être devenus des fous de l'email. On met beaucoup de choses on stocke des photos, on ne sait plus maintenant aujourd'hui. Quand on va faire une photo, on ne va pas en faire une, on va en faire 40. Donc c'est vrai que tous ces nouveaux outils, ces usages, ces réseaux sociaux font qu'on considère que tout ça, le stockage, mais nous qui sommes des professionnels d'informatique, on sait que ça a un coût énergétique, un coût financier. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, elle utilise l'outil. Donc elle s'est moins intéressée par ce qu'il y a derrière ce stockage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un retour, peut-être on va peut-être être un peu plus raisonnable sur la consommation. Et là aussi, ça va être un enjeu pour les directions d'informatique. Un peu de sobriété. Un peu de sobriété. Alors après, il y a un énorme truc en ce moment, moi, qui me fait beaucoup sourire. C'est vrai, on parlait du RSE, il y a maintenant une nouvelle frange de direction, qu'on appelle les directeurs RSE, qui viennent un peu en garant des bonnes méthodes et des bonnes choses, et qui parfois sont un peu éloignés quand même des vraies compétences techniques, et qui te montrent du doigt, ça c'est faut faire ou pas faire, etc. Ça aussi, ça me fait un peu doucement sourire. Peut-être parce que j'ai grandi dans l'informatique et que j'ai vu toutes les étapes. Donc là aussi, on a tendance à tout surmarketer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà. Moi, je dis il faut faire attention à la consommation énergétique parce que c'est une réalité. Et qu'il faut quand même se poser les vraies questions. Et avant de se poser les questions d'éthique de l'IA, il faudra aussi se poser les vraies questions énergétiques de l'IA. Parce qu'il y a des grands discours sur l'éthique, il y a des discours sur la donnée. Mais bon, aujourd'hui, ça fait des années qu'on paye avec nos cartes bleues, on ne sait pas tout ce qu'on fait avec notre donnée. Donc, faut peut-être pas en avoir quand même peur de façon excessive. Il faut faire attention de faire attention à la donnée de l'entreprise, parce que parfois, il y a de la R&D. Et qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans un monde ouvert, de super concurrence économique. Donc, il faut faire quand même attention de peut-être pas mettre notre donnée à des gens qui pourraient s'intéresser un peu trop près à certaines innovations. Donc, chaque pays doit sûrement faire un peu attention et chaque entreprise doit réfléchir. Mais il faut aussi ne pas faire surmarketer le RSE. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu un petit peu d'image, où on a l'impression que le RSE doit tout dialoguer. Non, c'est pas vrai. On le voit un peu dans les appels d'offres. Je ne sais pas si tu travailles un peu sur des appels d'offres. Si. Il y a des petites clauses maintenant. Voilà. Faut montrer patte verte. Hein. Ouais. Alors moi, tu sais, comme je suis je suis un vieux de l'informatique, donc un vieux de l'informatique, ça aime. Moi, on a connu des vieilles machines et on s'aperçoit qu'il y a parfois des machines qui ont 5 ans, 10 ans. Quand tu les nettoies, que tu remets un SSD, elles marchent parfois encore mieux que des machines de nouvelle génération, etc.
Donc, très naturellement, le reconditionnement, le fait de réhabiliter ton matériel, de lui donner une deuxième vie ou simplement de lui permettre de durer plus longtemps, c'est quelque chose, ça a toujours fait partie de mon ADN. Parce que je considérais que les machines marchaient bien et qu'on pouvait les faire évoluer. Donc, aujourd'hui, ça, c'est plutôt bien d'essayer de se dire qu'on va un peu moins jeter du matériel, qu'on va essayer d'en prendre. Moi, j'étais un peu critique, justement. Hein. Je vais pas me faire des amis sur les modes de location à outrance. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Parce que c'était soi-disant, c'était du style, vous n'avez pas les moyens d'avoir un parc informatique. Vous allez tous les 2 ou 3 ans. Voilà, on va le louer, etc. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des brokers, donc j'ai vu les excès du matériel informatique qui n'était même pas utilisé, qui était recyclé. Donc, je suis pas trop pour ça. En plus, le modèle économique est pas bon au final pour l'entreprise et pas bon pour la planète. Je pense qu'il faut au contraire essayer de réparer des machines. Ça va au contraire former nos techniciens à savoir comment réparer un ordinateur. Finalement, c'est bien, hein, parce que toi et moi, on a la chance d'avoir grandi et donc de devoir fabriquer les mains dans le cambouis. Voilà. Et ben, je pense que ce serait bien, c'est un peu important qu'on arrive à faire ça et donc de réhabiliter nos matériels, nos serveurs et de les faire perdurer et de les faire évoluer. Ça, c'est une vraie piste. Et ça, par contre, quand j'arrive à l'expliquer à certains directeurs RSE, je sais que là, ils commencent à comprendre, à avoir du sens. Mais tu as raison. Dans les appels d'offres, pour répondre à ta question, il y a un petit peu là-dessus. Maintenant, je crois que pour les gros marchés, quand on met X machines, on a un pourcentage minimum de machines qui doivent venir de ce qu'on appelle le marché secondaire, le green. D'accord. Ouais. Et quand, par exemple, aujourd'hui, je produis une vingtaine d'ordinateurs, ben, je dois en mettre 3 ou 4 qui sont issus du marché reconditionné. Et là, la France, c'est pas le meilleur, par contre. Tu vois, tu t'aperçois que des pays nordiques, hollandais, etc., sont souvent bien meilleurs que nous et ont pris le problème depuis bien longtemps. Et donc, ont des offres produits beaucoup plus pertinentes que ce qu'on sait faire, nous, aujourd'hui, en France. On a parlé un peu de matos, de services. Et comment tu as fait On va revenir un peu en arrière, mais comment tu es venu de la boutique à faire de la RSI, être sur ces approches de services, conseils? Eh ben, en gros, plus au début, l'informatique, c'était justement été intrinsèquement lié au matériel. Donc ta pertinence, ton expertise, ta pertinence, elle partait du matériel et tu mettais le matériel en place et les entreprises travaillaient avec, mais c'était le matériel le point de départ. Puis d'un seul coup, le matériel est devenu plus performant, beaucoup moins cher, beaucoup plus évolutif, prêt à l'emploi. Windows est devenu un système pratiquement plug and play. Il y avait moins besoin de compétences matérielles. Et donc, c'est là que l'avènement du service et du logiciel a pris tout son sens. Toujours dans la passion, c'est-à-dire que j'ai croisé sur mes chemins dans des présentations à travers Internet aussi, quand on se passionnait pour Internet. J'ai vu ce qu'on a appelé des systèmes d'automatisation où on prédisait des problèmes pouvant arriver. Ça veut dire qu'en gros, on avait en temps réel des informations sur le parc informatique qui nous disaient attention, il manque de la mémoire, il y a moins de mémoire, le disque dur il est plein, des informations qu'on pouvait faire si tu étais sur ta propre machine, mais que tu ne pouvais pas faire sur un parc avec 10 ou 15 machines. Et ça m'a tout de suite passionné, parce que je me suis dit, on va gagner en temps. Alors après, il s'est avéré que ce soit notre modèle à nous, ce qu'on appelle le modèle MSP, qui mettait fin au fait qu'on appelait l'informaticien quand ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, nos outils, l'information qu'on avait sur nos parcs nous permettait d'anticiper des problèmes. Et donc, finalement, les problèmes apparaissaient beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que le service informatique ne fait pas grand-chose. Et souvent, tu te bats avec tes groupes de direction qui pensent que les gens, ils ne font rien derrière leur ordinateur. Bien au contraire, on gère tous ces outils qui nous permettent d'être pertinents et de régler les problèmes avant qu'ils arrivent, et donc il n'y ait pas d'arrêt de production, qu'avant, tu appelais l'informaticien parce que ta machine, elle ne démarrait pas, ou parce que ça n'imprimait pas, ou parce que... Et aujourd'hui, sur le volume, il y a de moins en moins, et ça, c'est grâce à ces outils. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où j'ai commencé à découvrir des outils avec des éditeurs américains à l'époque, parce que c'était eux, et c'est toujours eux qui avaient quand même un peu une avance, qui étaient en avance de face sur cette approche.
Et là, je me suis dit, on va être efficace. Et justement, il y avait ce côté toujours pareil, un peu presque moderne, presque magique, parce que tu avais un nombre d'informations. Après, c'est pas toi qui me l'as dit, ça, je crois que c'est Frédéric, ton associé, qui m'a dit, il y avait un problème tous ces outils ont généré beaucoup de bruit sur nos infras. Absolument. Et un jour, notre vrai travail, ça a été trop de bruit, trop d'informations, tue l'information. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Voilà. Et la vraie difficulté pour moi, ça a été justement ça. Ça veut dire qu'à bout d'un moment, on avait des alertes dans tous les sens de tous nos systèmes. Et on en avait tellement que finalement, on ne les regardait plus, les alertes. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, tu vois, là, j'y travaille encore au quotidien. C'est là où parfois je viens taper à votre porte pour vous demander des conseils. C'est que il faut qu'on arrive à simplifier la gestion de ce bruit pour que ce soit un bruit réellement utile pour l'infrastructure et que les équipes soient réellement pertinentes. Voilà. Et ça, c'est des vrais enjeux de dashboard, de reporting. Et peut-être que l'IA va une fois de plus nous aider, nous faire progresser, parce qu'elle va faire le tri. Elle va synthétiser tout ce bruit pour nous sortir de justement que le bruit utile, entre guillemets, que l'information pertinente. Et on va gagner peut-être en efficacité. Et ça, je pense que c'est les enjeux qu'on va avoir en 25, qu'on aura en 26. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, il faut qu'on ait un peu cette liberté d'évoluer dans nos outils, parce que je pense que les outils, là, il y aura plus de... On est arrivé à un step en termes d'outils. Par contre, là, les outils on va avoir ceux qui vont savoir surfer vite sur cette nouvelle approche de traitement amélioré par des moteurs d'intelligence. Et là, on va gagner en efficacité. Tu m'as donné une idée de workflow N8N, je vais essayer. Voilà. Écoute, j'espère si j'ai réussi à donner aux MSP je me bois des idées des autres. Mais tu as tout Alors moi, je vais t'expliquer une chose. Il y a une phrase tu sais, quand tu es un passionné d'informatique, tu as forcément la culture d'Apple, de Xerox, de l'histoire d'Apple qui a été chez Xerox, à Palo Alto, qui était un mode de truc et qui a regardé la souris, qui a regardé le réseau, qui a regardé le what you see, what you get de l'imprimante et qui est revenu et qui a fait le Mac. Et qu'en réalité, toutes les idées étaient dans le labo de Palo Alto de Xerox. Et Xerox a disparu quelque part. Je ne veux pas faire de la peine à Xerox. C'est toujours resté des gens du print. Mais c'était quand même ceux qui avaient inventé tout, la souris, la mise en réseau, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu des acteurs importants, mais qui restent des acteurs... Ils ont raté quelques vagues. Et ils ont quand même... Non, mais c'est fou. Et c'est là où, tu vois, les comex sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils avaient l'argent pour mettre des mecs sur des poufs en train de leur dire « réfléchissez-moi à l'informatique de demain ». Et les mecs étaient allongés, on ne veut pas savoir ce qu'ils faisaient, mais on va dire qu'ils réfléchissaient à faire l'informatique de demain. Et quand ils sont venus en disant « on a les idées, on a tout ça », il n'y a aucun cadre dirigeant qui a considéré que les idées, elles étaient vraiment bien. Ils les prenaient pour des geeks, des geeks un peu déconnectés. Et ces geeks-là, ils avaient tout inventé. Et tu as un mec qui est arrivé, il a dit, tiens, il y a un peu de trucs pas mal là-dedans, et on va peut-être en faire quelque chose. Et donc, pour revenir, je me prends souvent cette phrase, donc, quand tu dis que tu prends les idées, l'énergie autour de toi, c'est tous une preuve d'intelligence, parce que Steve Jobs avait dit, il n'y a pas de génie, c'est de prendre des choses qui existent et d'en faire des choses encore mieux. Oui. Voilà. Et moi, je pense que je ne suis pas le meilleur de l'informatique. La seule chose, c'est que je suis passionné depuis beaucoup d'années maintenant et que instinctivement, je peux sentir quand un truc a un peu de sens. Voilà. Et que le marché va aller là-dessus plus que là-dessus. Et c'est pour ça que souvent, on a eu des bonnes conversations ensemble. C'est que quand vous sortiez des produits, tu disais souvent que j'étais un des excités de ton réseau pour prendre souvent les choses parmi les premiers. Et je l'ai fait pour beaucoup de choses. Bah, c'est pas ça. C'est peut-être que je vais un peu trop vite parfois. Mais parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu différent et qui va écrire une nouvelle façon et qui va nous faire gagner en efficacité. Et voilà. Et d'ailleurs, tu as des nouveaux produits, là.
qui vont être présentés jeudi. Je suis inscrit, je suis sur les starting blocks. Mais j'en ai encore d'autres. Écoute, oui, mais alors faut que tu nous laisses le temps de faire le tour de tout le catalogue. Mais voilà, on peut pas les sortir trop vite. C'est important. Puis après, ça dépend de la maturité des gens. Et puis il faut. Pour revenir sur les alertes, en fait. Il y a un truc important, c'est que une alerte qui arrive, il faut qu'elle soit, ce que j'appelle, actionnable. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. S'il n'y a pas d'action derrière, autant ne pas l'avoir, quoi. Et c'est vrai, et ça c'est vrai, et ça crée en plus des frustrations dans les services. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des RSSI de talent qui font partie de mon équipe, que j'évangélise, etc. Moi, sincèrement, je me sens jamais, souvent je suis un DSI, donc normalement je suis en encadrement, mais je me sens vraiment toujours dans le terrain avec mes équipes. C'est-à-dire que je me sens pas être le gardien pour lequel ça va vraiment, tu vois, c'est une interaction. Et tu as raison, la notion de bruit fait qu'au bout d'un moment, comme il y a trop de bruit et qu'à un moment on ne sait pas bien le traiter, ça crée une frustration parce que le SI il se dit oh là là, il y a ça, et donc il va mettre la poussière sous le tapis. Donc, il faut vraiment qu'on arrive, et ça, c'est un vrai travail. Et là, on aura besoin de vous, d'évolution dans nos outils, d'accompagnement, de customisation de nos outils. Parce que là aussi, vous avez tous des super outils que les éditeurs pensent, mais les éditeurs, ils le pensent dans un spectre très large. Oui. Et que finalement, il faut à un moment un peu le réduire à l'usage, le tuner, et ce tuning d'outils, il est essentiel. Et là, on a besoin de votre expertise. Et c'est là où on va enlever cette rupture un peu, on va accompagner nos SI du terrain qui font plein de choses pour à un moment leur dire, voilà, le bruit qui est là, ce coup-là, tu le regardes parce que là, il est utile. Et en plus, on va savoir synthétiser. Parce que souvent, c'est un peu le défaut, il faut aussi qu'on arrive à bien communiquer auprès des équipes dirigeantes de la pertinence de tout ce qu'on fait et de leur expliquer tout ça. Et d'arriver à intéresser parfois nos équipes dirigeantes à leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte, mais voilà ce que font les serveurs, voilà ce que font nos outils, voilà comment c'est le process. Et ça, c'est un vrai enjeu d'accompagnement pour les équipes, et c'est important. Oui. On disait un peu plus tôt que les outils seuls ne font rien, il y a quand même besoin de les paramétrer. Mais c'est essentiel. Voilà. C'est pas autoportant. Mais il n'y a rien d'autoportant. Le problème, c'est que souvent, tu sais, dans un budget informatique, on te donne une ligne budgétaire. Et c'est un peu, tu sais, il y a une grande vague en ce moment sur le pen test. Il y a eu un moment, depuis 1 an et demi, une surenchère un peu. Et moi-même, j'ai un peu fonctionné aux sirènes du pen test. Et le problème, d'ailleurs, l'outil qui m'intéresse, dont tu vas jeudi, ça va être une autre évolution avec des agents plus pointus par machine, etc., une autre approche. Parce que souvent, les pentests, ils regardaient les choses un peu de façon très large. Mais qu'est-ce que tu faisais une fois que tu avais l'information ? C'est super sympa. Mais comment on t'accompagnait réellement ? Quand demain, tu avais un problème sur ton tenant de 365, quand tu avais des choses, c'était quoi la suite de l'information ? Tu sais, je vais rien dire, mais EcoVadis, qui est une certification, vient de faire un nouveau truc qui est une sorte de macaron, un EcoVadis cybersécurité. Mais en gros, ils te font de la cybersécurité grâce à un aide de questionnement. C'est-à-dire, ils te posent des questions, tu vas répondre. Ça ne sert à rien. Auto-certifié. Auto-certifiant. C'est un peu comme quand un assureur va te dire, vous pouvez m'expliquer votre plan de continuité. Je suis toujours extraordinairement étonné. Personne m'a jamais... J'ai dit, vous voulez voir les outils, vous voulez les comptes rendus, vous voulez faire le tour du truc. Et en réalité, tu expliques les choses. Donc, au bout d'un moment, tout le monde te dit bravo pour votre pertinence, bravo pour votre vision, mais on ne juge pas sur le fait. Et donc, le pentest, c'était ça. C'est-à-dire que c'est super d'avoir des outils de pentest, c'est un bon indicateur, c'est un bon point de départ. Mais derrière, il faut savoir réellement accompagner pour pouvoir accompagner réellement à faire les corrections. Il faut aussi que les corrections puissent être acceptées par la direction. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si on veut sécuriser un des tenants de 365, il faut éviter de l'ouvrir à la terre entière, son tenant d'entreprise. Mais parfois, dans le monde de l'entreprise, ça veut dire bloquer des invitations avec des sociétés tierces. Et quand tu commences à dire ça, on va te dire « oui, mais comment c'est possible ?»
Pourquoi on ne peut pas inviter des gens qui ont une adresse Université de Marseille? Parce que les gens qui ont une adresse Université de Marseille, c'est tous les étudiants de la planète. Donc, tu as un nombre incalculable de choses. Donc, si j'ouvre le tenant à Université de Marseille, n'importe qui peut là-dessus. Et comme aujourd'hui, l'IA est rentrée dans nos tenants de 365, et si tu enregistres une réunion, le gars, il peut revenir et voir les documents qui ont été partagés pendant la réunion, voir les comptes rendus, etc., etc. Donc, d'un seul coup, avoir une fuite d'informations. Et quand tu dis ça en amont, on va te dire qu'est-ce que c'est que ce directeur informatique qui est réfractaire et qui nous emmerde et qui nous empêche d'avancer et de faire notre travail. Et puis du jour où on leur montre qu'ils ont des documents qui sont sortis, là, ils vont te dire mais c'est quoi cet incompétent qui ne nous a pas protégé de nos données? Donc c'est tout l'équilibre qu'on doit trouver là-dessus. Et on a beaucoup d'enjeux. Finalement, tu sais que quand je parle avec toi, je sais pas, on a le temps pour du parler. Travail, hein. Putain, on a du boulot, là. J'aurais pas dû le dire, là. Là, je suis en train de mettre en faillite mes systèmes d'information. C'est sympathique, mais il faut pas qu'on le fasse trop, hein, quand même. Parce que je suis en train de me dire, quand même, qu'on a beaucoup de boulot. Je vais arrêter, je vais me mettre au badminton, là. C'est fini, ce métier. C'est trop dur. C'est trop dur. Oh là là. Non, mais ça va. Bon, après, notre métier est quand même plus facile qu'avant aussi. Plus facile et toujours aussi passionnant. Voilà. Moi, je suis toujours étonné de toutes ces révolutions successives. Moi, je me dis que chaque fois, et quand je réfléchis à tout, je me dis, c'est vrai, je suis curieux d'attendre le coup d'après. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bientôt, on aura des robots, parce que peut-être que la prochaine fois, ce sera plus toi, ce sera ton robot. Ah bah peut-être. Ton avatar. Mon avatar qui parle. T'imagines? Qui parle comme moi. Ça va être terrible. Ça va être terrible, mais ça peut être marrant aussi. Je suis assez contente si un jour je vois ton avatar. Ça veut dire qu'on aura progressé ensemble, qu'on sera resté, qu'on aura su progresser. On aura des avatars à nous déjà. C'est pas mal. Oui. Moi, je pense que d'ici peu, on va pouvoir envoyer des avatars en visio à notre place. Ça, mettre des mecs qui auront notre tête et qui répondront un peu comme nous. D'ailleurs, ça a été souvent, tu sais, quand je voyais un peu, j'avais envie, pour essayer de sensibiliser mes groupes de comex, tu sais, d'arriver avec la tête d'un de mes CEO pour un peu perturber tout le reste et dire non, et faire vraiment arriver le CEO derrière en disant vous voyez, vous vous êtes fait avoir, parce qu'on a eu des vrais cas comme ça de piratage. Oui, il y a eu des piratages au président, en visio etc. Et justement, parfois pour légitimer un peu des visions sécuritaires, etc. J'avais envie de faire ça. Je me suis dégonflé, mais j'ai eu envie de le faire plusieurs fois. Je ne dis pas qu'un matin, je leur fais pas une surprise à tous, à essayer de les bousculer avec ça. Oui. Mais j'avais vu un reportage il n'y a pas très longtemps, une arnaque, pas si récente d'ailleurs, mais ils se faisaient, ils avaient usurpé l'identité en visio. Et tu sais, on a tous, quand on est dans des gros groupes, moi aujourd'hui, on va parler d'aucun groupe, mais donc, quand on est dans des gros groupes et qu'on gère des gros groupes, je vais te dire, c'est un vrai sujet. C'est au quotidien, les tentatives. Et après, c'est là que, justement, la machine ne peut pas suivre, et l'humain est là, et qu'aujourd'hui, il faut garder l'esprit critique, et qu'il faut mettre en place des choses, finalement, plus tant informatiques que ça, mais plutôt très raisonnées. On a une demande, on a un changement d'email, on a ça, on appelle vraiment le vrai contact, on parle vraiment, on est sûr, on a le vrai numéro, tu vois ce que je veux dire ? Et on vérifie de façon presque, plus du tout moderne, mais presque ancienne, qu'on soit vraiment sécurisé. Toc toc, c'est bien toi qui m'a demandé. Après, regarde, je vais faire la pub pour un de tes outils aussi. On a des outils pour escalader les privilèges, les comptes à privilèges. Bien sûr, ça, c'est des choses intelligentes que vous aviez mis en place, que j'ai achetées très tôt, qui sont en train de faire vivre leur vie. D'ailleurs, quand tu sais que tu achètes un bon outil, c'est quand il progresse dans une organisation sans toi. Oui. Ça veut dire que tu l'as acheté, tu as acheté 20 comptes, et puis d'un seul coup, tu t'aperçois que sur ta facture, t'en payes 100. Ça veut dire que le truc est en train de vivre et que la pertinence était bonne de l'outil. Voilà. Quand tu as acheté 20 comptes et que 6 mois après, il en reste 20, c'est qu'il n'était pas forcément utile. C'est vrai qu'on le voit, c'est un peu dans l'adoption des outils. Un bon outil va croître presque naturellement. Parce que ton service va le pousser, parce qu'il va gagner du temps. Voilà. Puis après, des fois, tu reviens dessus un an après, tu es là, mais on fait tant sur tel outil, mais le truc, tu n'entends même pas parler. C'est incroyable. Non, l'augmentation de privilèges, la dernière fois, justement, j'étais dans le train, j'avais un de mes cadres dirigeants qui avait besoin d'une autorisation, je ne pouvais pas, j'étais dans ma voiture,
Et ben, j'ai appelé mon service en disant il faut impérativement que tu m'escalades de ça, parce que l'outil, on l'a. Mets-le en prod, parce que là, il m'aurait dit ça, j'aurais pris mon téléphone et j'aurais validé, j'aurais su exactement ce qu'il installait sans même que lui demander, puisque je l'aurais vu après. J'aurais eu le certificat d'autorisation, j'aurais tout eu. Et ça, c'est des vrais outils efficaces, modernes, et là, qui donnent la sensation à tes équipes dirigeantes et aux collaborateurs que l'informatique est efficace, efficiente. Et puis que tu regardes. Voilà, et du tac au tac, tu es là, tu es présent, tu es sur le pont et ça marche. Oui. Et donc, ça montre que tu es présent et que tu es réactif. Tu vois, c'est bien de parler, ça nous permet de refaire un tour de tout. Hein. Voilà. Et puis revenir un peu sur les phishing, les arnaques au président aussi, je pense qu'en fait, un peu aussi avec l'avènement des IA, mais aussi que maintenant tu peux avoir en local, même en open source, comme DeepSeek, tu peux l'installer. C'est-à-dire que les pirates y ont accès aussi, en fait. Donc tout après, à fait. Et puis, cette facilité d'améliorer, de faire du code, fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir de plus en plus de codes pré-mâchés, de choses préfaites. Uniques. Uniques. Ça va être... Non, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai métier, quand même, passionnant, mais qui peut par moments être un peu stressant quand même, parce qu'on a quand même des petites responsabilités. Je pense que les RSSI, j'aimerais pas tous les jours être à leur place. Moi, je sais que je protège souvent mes RSSI, parce que on me dit souvent que j'ai beaucoup trop d'affect avec mes équipes, mais c'est parce que je suis factuel et je sais le niveau de la mission. Et je sais les enjeux que ça a quand tu pars d'un travail, il y a plein de boulot, tu fermes ton ordinateur, tu vas redémarrer le matin. Si tu pars et que tu sais que tes serveurs ils sont pas en forme, même si tu t'en fous, tu sais très bien que le lendemain matin, personne va bosser. Donc si tu es un minimum consciencieux de ton métier, tu n'es pas relax. Et c'est pareil même quand tu pars en vacances. Donc il faut quand même à un moment prendre la mesure réellement de ce que représentent ces enjeux en termes de production. Et pour ça, je pense que je ne suis pas trop un mauvais DSI. C'est-à-dire que externaliser. Non pas que je suis un DSI où je partage mon temps. Parce que malheureusement, je suis qu'un être humain. Et comme il faut que je presse la bonne parole à plein d'entreprises, je suis obligé de me saucissonner. Mais sinon, c'est important. Tu as tout à fait raison. C'est important de bien se rendre compte de l'engagement de nos équipes et de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut leur trouver les outils pour leur simplifier une partie de leur process. Voilà. Qui peuvent partir en vacances et rentrer chez eux le soir. Et puis surtout, de plus être... Et aussi, tu vois, ça me permet de rebondir, la documentation au système. On a des outils aujourd'hui comme IT Glue qui sont... On fait de la pub pour tous ces outils. On va leur demander... Les bons outils, on a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler, tu as raison. Mais c'est vrai que tous ces outils-là nous permettent finalement de centraliser l'information, de la partager entre des équipes, d'avoir une continuité de la compétence métier. Parce que quand quelqu'un tombe malade ou part en vacances, il faut que l'équipe, la personne qui remplace ou qui vient de se positionner, ne soit pas en souffrance pour trouver l'information. Donc tout ça, ça fait partie. Ça aussi, c'est des enjeux. La documentation, la connaissance, la continuité du flux métier. Tu parlais de PRA, de PCA, ça commence déjà par là. C'est le point de départ, tu as tout à fait raison. C'est parce que si tu arrives dans une boîte et que déjà tu ne trouves pas les informations pour te connecter, tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin et tu vas passer, et on va te dire que tu es un tocard et ça va te mettre une pression supplémentaire. Voilà, tout à fait. Absolument. Ouais. On est agacé quand on part de chez nous et qu'on ne trouve pas nos clés. Alors imagine quand c'est la même chose, mais niveau d'une les clés de voiture. Voilà. Où est-ce que je les ai laissées dernière fois? Je pense que si jamais on est écouté par des chefs d'entreprise, peut-être qu'ils vont peut-être voir les choses différemment maintenant. C'est vrai, peut-être. Peut-être qu'on va leur donner des pistes de réflexion quand même. On va leur ouvrir un peu les chakras. Voilà, peut-être. Je pense qu'on n'aura pas trop de commentaires agressifs. Non, les gens sont bienveillants. Voilà. Les gens sont bienveillants. Sinon, on les effacera. Ouais, voilà. Allez, on a le droit quand même. On ne va pas les laisser nous dire des... tu as raison. Merci. Reprenons le contrôle sur l'information. Bon, on va peut-être gentiment arriver au bout. Tu as peut-être un petit mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur, une petite anecdote. Alors écoute, des petites anecdotes sur la fin, j'ai rien. Par contre, ce qui me tient à cœur, c'est comme on dit, c'est de continuer à progresser. Ça, franchement, d'être curieux, de progresser, ça me tient à cœur pour moi, pour mes équipes.
de trouver le produit. C'est un peu comme un collectionneur, tu sais. Souvent, tu as des passionnés, des collectionneurs, on leur dit, mais c'est quoi votre plus belle montre, plus belle voiture? Il dit celle que je n'ai pas encore trouvée. Bah, moi, j'ai envie de te dire, je vais te le ramener en informatique. C'est quoi ton souhait? Bah, de trouver le produit que j'ai pas encore. Voilà. Ouais. Ça veut dire toujours être à la découverte du produit d'après et de la nouvelle innovation. Ça, c'est mon moteur, c'est ma passion et c'est vers ça que c'est ça qui me fait me lever le matin pour mon métier. Donc ça, c'est un peu mon leitmotiv. Après, d'anecdotes, rien de plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un tel terrain de jeu que j'ai envie de te dire, j'ai envie de voir ce qui va se passer demain. Et puis te redire merci d'avoir eu la gentillesse de me proposer d'échanger avec toi. C'est toujours, ça permet de sortir un peu d'un cadre plaisir. Et puis d'apprendre à finalement se connaître. On a découvert des choses. Voilà. Et puis de reparler de nos Amiga, de nos Alice, de nos ZX81. Voilà. Quelle merveille. Ça existait, on était déjà là. On était là. Okay. Et ben merci. On se trimballe avec nos tours. C'était magnifique. C'était magnifique. D'ailleurs, dans la dernière anecdote, on va peut-être finir sur ça, quand j'ai créé des ordinateurs designés, j'ai eu une période avec une société qui n'existe plus, mais que j'ai eu la chance de créer avec des personnes pleines de talent. Ça s'appelait Invasion Labs. Et on avait créé des tours avec justement une poignée pour faciliter son déplacement. C'est vrai que c'était galère. Qui s'ouvrait et qu'on se déplaçait comme une mallette pour justement être le PC gamer par excellence. Les curieux, vous pouvez regarder Invasion Labs. Vous verrez ces boîtiers X, etc., qu'on trimballait et qu'on pouvait déplacer, qui étaient jolis, peints, et voilà. Eh bien, merci encore. C'est une époque. Merci à toi, Emmanuel. Ouais. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Ouais. Et à bientôt, à la prochaine. À bientôt.